Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 30e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, l'amancie, et la 6e fois que je vous parle de la mantique psychanalytique. J'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. Il reste 3 praticiens et leur praxis qui ont été difficiles à caser dans les 3 genres intra, inter et transpersonnel. Ils forment un petit triangle qui vient s'insérer à l'envers dans le grand triangle entouré du cercle que j'ai dit former la route sagesse de la mantique psychanalytique. Il s'agit de Reich, de Moreno et de Schilder. Reich fait partie de la seconde génération de psychanalystes. Il étudie la médecine à Vienne et c'est là qu'il entend parler de l'œuvre de Freud. Ce qui l'intéresse, c'est cette libido, cette sexualité qui se trouve réprimée. Reich se déclare également communiste, comme bien d'autres à son époque, et le sort du travailleur, employé, exploité tel un objet par le capitaliste, l'intéresse et l'interpelle. Et il combine dès lors les pensées de Freud et celles de Marx. Il nous dit que la libido du travailleur se glisse dans le travail qu'il offre au capitaliste contre une maigre rétribution. Et que ce qui est exploité chez le travailleur n'est pas seulement sa force de travail, mais surtout sa force de vie qui est de nature sexuelle. L'exploiteur a donc tout intérêt à ce que la sexualité de l'exploité soit réprimée, puisque c'est là son fonds de commerce. Puis il y a que du coup, il devient clair que les paroles et actions des uns affectent physiquement les autres et que des expressions telles que « ce que tu me dis » ou « ce que tu me fais là » me fait ou me donne, vous y ajouterez ce que vous voulez, que ces expressions donc se rapportent à une réalité bien concrète. Les paroles et agissements des autres nous affectent, y compris physiquement. Dès lors, il tombe sous le sens que tout ce qui nous arrive nous affecte également physiquement, et que notre corps physique fait dès lors partie de notre âme, soit que cette séparation entre corps et esprit n'existe pas. Il est évident que des idées pareilles ne plairont pas aux bourgeois hypercultivés de son époque qui le rejetteront, comme d'ailleurs ils combattront avec acharnement le socialisme autant que le communisme, et c'est pas tout à fait fini. Reich devra donc s'exiler d'abord dans les pays scandinaves, où il ne sera pas le bienvenu, et il finira par quitter l'Europe pour les USA. Il connaîtra le succès d'un point de vue financier, il sera mis en prison pour ses pratiques non orthodoxes, et il y mourra mystérieusement. Reich mettra au point ce que son continuateur Lowen nommera l'analyse bioénergétique. Cette praxis part du constat que nous somatisons dans nos tissus la répression de notre libido sous forme, entre autres, de tensions musculaires qui bloquent par exemple notre respiration et bon nombre de mouvements spontanés. Nous nous créons de fait une carapace musculaire qui ne permet pas la libre circulation de notre énergie libidinale, de notre énergie de vie. Nous ne vivons qu'à moitié du coup. Dans un premier temps, Reich fera ce que fait tout psychanalyste, car il en est un, et c'est un bon. Mais en mettant au centre du discours de son client le corps de celui-ci, et ce qui s'y passe en termes de tension, de contraction, de douleur, etc. Il donnera la parole au corps et observera le déplacement de ces tensions, contractions et douleurs. Et il voudra comprendre à quoi elles se rapportent. Reich fera un fin travail de détective en partant parfois de tensions anodines pour aboutir à la révélation de véritables drames existentiels enfouis à même le corps de ses clients.
Puis dans un second temps, Reg identifiera cette énergie, il l'appellera l'orgone et mettra au point, aux USA, des accumulateurs d'orgones. Ces outils ont été détruits soigneusement et toutes les notices qui les accompagnaient ont été brûlées, également soigneusement, par la Food and Drug Administration américaine. Ce qui fait qu'on ne saura jamais s'il avait découvert là quelque chose d'important ou pas. Son continuateur Lowen, un Américain lui aussi, ne se préoccupera pas de cet aspect-là des recherches de Reg. Il retiendra la subdivision de notre organisme en zones cuirassées, telles que les avait situées Reg, et nous recommandera d'y introduire la respiration, de respirer là où ça coince, là où ça fait mal, etc. Puis il fera de la bioénergie une technique d'expression de ce que les douleurs ou tensions renferment, expression par la parole, par l'écrit, les mouvements, etc. Finalement, la bioénergie deviendra une espèce de yoga, une technique alliant certains exercices physiques et la respiration dans les zones sous tension, à une part d'imaginaire et d'expression de tout ça, une forme de tantrisme tout compte fait, fort simplifiée. Voilà pour la bioénergie de Reg et de Lowen plutôt, en trop bref. Un autre praticien sévit aux USA. Il s'agit de Moreno, un contemporain de Freud, médecin lui aussi, d'origine roumaine. Il émigrera aux USA après avoir élaboré longuement à Vienne sa praxis qu'il nommera le psychodrame. Moreno est un amateur de théâtre et un fin observateur du monde qui l'entoure. Il y voit des personnes qui jouent bien leur rôle et qui s'y trouvent reconnues, bellement intégrées, et d'autres qui le jouent plutôt mal et qui en subissent les conséquences. Et il finit par élaborer un paradigme disant que tout dans la vie n'est qu'interprétation de rôle, y compris de rôles qu'on ne joue qu'une seule fois et sans préparation aucune, comme par exemple celui de naître et celui de mourir. Et oui. Et l'interprétation de tous ces rôles, avec ou sans préparation, demande une capacité d'expression spontanée, afin que non seulement ils paraissent, mais qu'ils soient des expressions authentiques de ce que nous ressentons, sentons, éprouvons, pensons, imaginons, etc. Et tout cela, ici et maintenant. Le psychodrame vise l'expression spontanée, authentique de son vécu à tout niveau sur une scène qui préfigurera le théâtre de la vie où elles seront représentées pour de vrai. On pourrait dire que Moreno nous enjoint de jouer pour jouer sur une scène psy des nouveaux rôles qui nous réussissent mieux que les rôles que nous avons joués précédemment et qui ne nous valaient que des ennuis, avant de nous risquer de les jouer pour de vrai dans notre vie de tous les jours et dans l'environnement qui est le nôtre. Voilà en très bref, en trop bref, pour Moreno et son psychodrame. Puis il est un troisième praticien, également médecin et psychiatre, et par ailleurs docteur en philosophie, qui connaît Freud, même s'il en est largement le cadet, un jeune confrère non orthodoxe que Freud, curieusement, ne rejette pas. Il s'agit de Schilder. Celui-ci est psychanalyste et s'intéresse à la gestalt psychologie, à l'instar de Peirce, et à la philosophie de Husserl, à l'instar de Binswanger. Schilder, lui, s'occupera essentiellement de l'image qu'on se fait de son propre corps. Il nous dira que l'image du corps a une base biologique et que c'est la libido qui donne structure et signification à cette base. C'est dire qu'il est un lien énergétique entre notre corps matière et l'image imaginaire qu'on s'en fait, et que les deux, du coup, interagissent, s'influencent constamment. D'où le sens du miroir dans les contes de fées auxquels on demande qui est la plus belle. La réponse du miroir sera déterminante. Il fait donc un lien, Schilder, tout comme Reg, mais à sa manière, entre la réalité psychologique
et la réalité biologique. Et ce lien est énergétique et à la fois créateur. Notre corps et notre imaginaire se façonnent l'un l'autre continuellement. Mais l'image qu'on perçoit du corps des autres nous façonne également. Nous intégrons d'autres images du corps que la nôtre, ce qui fait parfois de nos organismes des enchevêtrements d'images. Car nous ne sommes pas seuls au monde et que les images de nos corps interagissent sans cesse avec celles de ceux qui nous entourent. Nous prenons la démarche du père, les attitudes du grand-père, enfin, etc. Il incombe dès lors, selon Schilder, de ne pas se contenter d'une psychologie de l'image du corps, mais il faut également en faire la sociologie. Chaque culture, chaque époque aura ainsi son corps. D'ailleurs, c'est moi qui y ajoute, en cette période de mondialisation, il suffit dans les grandes villes de regarder autour de soi pour y reconnaître comment se tiennent, comment marchent et se meuvent les corps des personnes de diverses cultures qu'on y rencontre. Puis de se dire qu'une telle inscription posturale s'accompagne d'un train d'idées et de sentiments bien particuliers. Ce qui n'est pas rien, car Schilder y tient également compte de la manière qu'on a d'habiller le corps de vêtements, d'un voile par exemple, ou d'une mini-jupe. Ce n'est pas neutre. Ainsi que d'autres objets qui curieusement se mettent à faire partie du corps, tels pour certains leur sac à main, leur auto, leur maison même, etc. Tout cela finit par faire partie de l'image que nous avons de nos corps. Pourquoi la pratique de Schilder n'est-elle pas connue de tous ? Sans doute en partie parce que son auteur est mort assez jeune, à 54 ans, renversé par une voiture, aux USA. Et oui. Quoique cette praxis s'est prolongée par l'intégration posturale de Painter, un autre Américain, une pratique qui n'a pas vraiment connu de succès de par chez nous. Il semblerait presque y avoir une fatwa sur les approches psychanalytiques impliquant le corps. Schilder et Reich en meurent aux USA, et le nom de Moreno est oublié, également aux USA. Ah là là. Et cela peut être bien parce que notre culture n'est pas encore prête à accepter que notre corps physique fait intégralement partie de notre âme, qu'il n'en est pas seulement le véhicule, mais également l'incarnation, et qu'inversement, nos sensations, sentiments et ressentis ne font pas qu'informer nos pensées, mais qu'elles les forment et les transforment en permanence. À méditer. Voilà pour cette fois-ci. À la prochaine.